Du coup, je disais, on va commencer par N'oublie pas notre promesse. Donc, c'est sorti chez Taifu Comics. Je l'ai ici avec moi, vous voyez. Donc, N'oublie pas notre promesse, c'est un manga de Pariko London. Pariko London, ça faisait quelques temps quand même qu'on n'avait pas eu des nouvelles de cette autrice qui a vu beaucoup de ses mangas publiés, notamment. Beaucoup, en fait, chez Boys Love IDP, je pense à Chronique d'un écrivain, par exemple, qui est sorti chez Boys Love IDP. Mais là, n'oublie pas notre promesse, c'est Taifu Comics qui l'a sorti, qui l'a publié. C'était au mois de juin, si je me trompe pas, ou c'était une sortie de mai. Enfin bon, bref. En tout cas, c'est disponible dès maintenant dans les librairies. Et j'avais vraiment envie de vous en parler ce soir parce que c'est un manga vraiment atypique. Déjà, quand Taifu Comics l'a annoncé, j'étais super content parce que le synopsis était assez prometteur puisque contrairement à beaucoup de Boys Love où on va suivre la rencontre de deux lycéens généralement, ou en tout cas de deux jeunes, et c'est vraiment on suit la rencontre et le début de la relation. Là, on n'est pas du tout là-dessus. Dès le départ, on est sur quelque chose de différent. On est sur un couple en fait qui est déjà installé, donc c'est-à-dire que ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble, donc c'est voilà un couple qui dure. Ils se sont rencontrés quand ils avaient 17 ans. On a des flashbacks de leur rencontre quand même, mais vraiment l'essentiel du récit de n'oublie pas notre promesse se passe au bout de 15 ans de couple. Et donc, ce synopsis-là, c'est cool parce que ça permet de mettre en avant des thématiques qui ne sont pas forcément abordées habituellement. Et notamment le point de départ de N'oublie pas notre promesse, c'est que au bout de 15 ans, il y a un peu d'usure, voilà. Et donc en fait le couple va être au bord de la rupture parce qu'il y a un des deux trentenaires, puisqu'ils sont trentenaires dans le manga, qui va dire à l'autre tu m'avais fait une promesse et tu ne l'as pas tenue. Donc si tu ne trouves pas quelle promesse tu n'as pas tenue, c'est la fin de notre relation. Donc voilà, tout le récit part de ce principe-là. Et on va suivre du coup le couple. Est-ce qu'ils vont réussir à sauver leur couple? Est-ce qu'ils vont réussir à se réinventer? Et donc je le disais, ça permet vraiment d'aborder des thématiques vraiment originales pour un boys love, puisque un couple installé, il a forcément pas les mêmes problématiques que un couple qui vient juste de naître. Donc par exemple, on va pas on va pas avoir forcément la passion des premiers jours, on va dire, comment dire, le cliché de la troisième personne qui vient un peu créer de jalousie et la zizanie dans le couple, on va pas avoir ça non plus. On va plutôt avoir des questionnements justement sur la vie de couple, sur un petit peu le train-train quotidien, voilà, l'usure un petit peu du couple au bout de 15 ans de couple, voilà, comment un petit peu se réinventer. Et donc on va avoir cette thématique-là qui va beaucoup être mise en avant et traitée par Echo London dans N'oublie pas notre promesse. Et on va aussi avoir voilà, des thématiques comme l'impuissance, parce que quand on est trentenaire, on peut commencer, on peut en avoir avant, mais en tout cas, la thématique de l'impuissance peut être plus facilement présente, et donc elle est abordée de manière très explicite et de manière très frontale et très bien. Donc voilà, il y a ça. Il y a aussi tout ce qui constitue un peu tout ce qui peut constituer la vie d'un couple très installé. Donc ça va être par exemple les grands projets, donc par exemple l'achat d'appartements. Voilà, donc on a toutes ces thématiques-là qui sont abordées dans N'oublie pas notre promesse. Donc on a vraiment un récit mature par rapport aux habituels one-shot lycéens pour la plupart. Là, on a vraiment un récit, comme tu le dis, Bokuro, vraiment une histoire, entre guillemets, «d'adulte». C'est exactement ça, voilà, ils ont 15 ans de couple, donc ils ont 32 ans tous les deux. Donc il y a aussi cette thématique-là qui est traitée, le fait d'être trentenaire, ça aussi questionne notre vie, on regarde un petit peu en arrière.
Donc ça, c'est assez cool, c'est assez rafraîchissant, donc du coup, ça fait vraiment du bien ce one shot et c'est vraiment très original. Ça n'empêche pas le fait qu'il soit trentenaire et qu'il y ait un petit peu d'usure dans le couple, d'avoir, des scènes un peu intimes, hein, des scènes de sexe. Donc voilà, si vous vous inquiétez par rapport à ça, il y en a aussi. Et le sexe fait vraiment partie des thématiques abordées et des problématiques de ce couple-là de trentenaires installés depuis 15 ans ensemble. Il y a aussi le côté très réaliste qui m'a beaucoup plu parce qu'on est dans une relation voilà, ouvertement homosexuelle, c'est-à-dire que les deux se définissent plutôt comme homosexuels. En tout cas, ils ont fait leur coming out à leurs parents respectifs, qui ne s'est pas bien passé, ce qui a fait qu'ils ont dû fuir leurs familles respectives. Il y en a notamment un qui venait d'une famille très riche et qui a dû renoncer à son rang, à son héritage, etc. Cette thématique familiale, sans vous spoiler, elle fait aussi partie du récit, donc c'est aussi quelque chose d'intéressant et de très très bien traité par Paris London. Donc vraiment, c'est très chouette. Le design des personnages est très bien, enfin le dessin est vraiment très honnête. Voilà, c'est pas spectaculaire niveau dessin, mais en tout cas, voilà, c'est quand même très bien dessiné. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir évidemment les différences entre les personnages quand ils avaient 17 ans, puisque je vous l'ai dit, on a certains flashbacks, et les personnages quand ils ont 32 ans, bien sûr. Et d'ailleurs, Paris London, elle joue aussi sur ce registre-là, sur le fait un peu de se laisser aller. Au bout de 15 ans de couple, on fait plus forcément autant attention peut-être à son apparence. En tout cas, c'est le cas pour un des deux. Donc voilà, il y a plein de petits aspects comme ça, très originaux, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les Boys Love, et donc ça fait du bien d'avoir ces thématiques-là traitées et très bien traitées par Paris London dans un one-shot, un one-shot, pardon, Boys Love. Que vous dire? Ah oui, il y a aussi une chose que j'ai aimé dans N'oublie pas notre promesse, c'est un personnage un peu secondaire qui est la propriétaire du logement dans lequel ils vivent ensemble, ce petit couple, qui va vraiment jouer un rôle dans l'histoire. Donc c'est une femme, donc moi j'aime bien aussi quand les mangaka introduisent des personnages de femmes dans les boys love, où par définition on a plutôt des personnages d'hommes. Donc là, j'ai trouvé ça bien d'avoir une femme en personnage secondaire. Mais voilà, je dis personnage secondaire parce on la voit pas tout au long du récit, mais elle n'est pas secondaire dans le sens où elle va vraiment influer sur le récit. Je vous laisserai découvrir ça, pour pas vous spoiler, dans le one-shot. N'oublie pas notre promesse. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le chat? Qu'est-ce que vous en dites de ce titre? Cléo McPhee qui dit: je l'avais mis dans ma wishlist, ça me confirme que je veux le lire. Bah super, j'ai hâte, comme d'habitude, d'avoir ton retour. Aurélie Frenchy qui dit je vais tenter. Bon bah super, pareil, hein, tu n'hésites pas à me faire part de ton retour sur ce titre. Oh Allo qui dit: j'aime beaucoup comment Paris London alterne entre passé et présent au fil des chapitres. Oui, voilà, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, on a ce couple de trentenaires, mais il y a des flashbacks pour comprendre aussi le début le début de leur relation. Et oui, une chose que j'ai pas dite, mais il y a quelqu'un qui m'avait posé la question sur Twitter au niveau du consentement. Au niveau du consentement, on est totalement safe, donc pas de trigger warning par rapport à ça. Dès le début de leur relation, tout est consenti, et voilà, il y a une vraie communication entre les deux personnages dans le couple. Donc du coup, il y a toujours du consentement, il y a vraiment pas de souci, pas du tout de souci de ce côté-là. Et bonsoir Sombresse, merci de nous rejoindre pour ce stream. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur N'oublie pas notre promesse. J'avais vraiment envie d'en parler. J'ai pas vu tant que ça de gens en parler sur les réseaux sociaux, et pourtant c'est vraiment un titre qui tire son épingle du jeu par cette thématique originale de
couple installé et non pas de rencontres entre deux lycéens, par exemple, comme on peut beaucoup le voir dans le Boys Love. Et en plus, c'est bien traité de façon plutôt réaliste. Mais aussi, je ne l'ai pas précisé, mais avec pas mal d'humour. Donc ça, c'était aussi assez plaisant à lire et c'est à noter. Donc voilà, c'était tout pour Taifu Comics côté Boys Love. On va rester chez Taifu Comics, mais cette fois-ci, on va parler de Kase-san. Donc Kase-san, je vous en parle ce soir parce que le 5e et dernier tome est sorti. Ça y est, malheureusement, on doit dire au revoir à notre couple de lycéennes trop mignonnes. Donc il y a eu 5 tomes, donc c'est le 5e tome qui est paru. Alors chaque tome, en fait, c'est Kase-san et quelque chose, et une thématique. Donc là, le tome 5, c'est, vous le voyez à l'écran, Kase-san et les cerisiers. Je l'ai bien sûr avec moi. Et donc c'est Kase-san, donc c'est un Girls Love et c'est vraiment une très bonne pioche pour Taifu Comics. Je trouve que c'est très bien que Taifu Comics ait sorti cette série-là euh, dans leur collection Yuri, parce que c'est vraiment un titre qui, bien que ce soit un Yuri, vous n'avez pas besoin d'aimer le Girls Love ou de déjà connaître le Girls Love, le Yuri, pour apprécier Kase-san. Voilà, c'est une histoire d'amour entre deux lycéennes. C'est une rencontre toute douce, toute mignonne entre du coup Kase-san, donc qui donne le nom à la série, et qui est voilà, une sportive assez populaire, qui a plutôt une attirance pour les filles. On le comprend en tout cas assez rapidement dans les premiers chapitres, enfin dans les premiers tomes en tout cas. Donc Kase-san, c'est donc ce personnage-là, on va dire la brune, ici, et donc qui va faire la rencontre et qui va développer une relation avec, comme elle aime souvent se présenter, la préposée aux plantes. Donc c'est elle en fait, voilà, elle n'appartient à aucun club, mais c'est elle qui s'occupe des plantes, des fleurs du lycée, et elle prend son rôle très très à cœur. Et donc en fait, quand elle s'occupe de ces fleurs-là, elle a la piste d'athlétisme, parce que du coup Kase-san est la star du club d'athlétisme, donc elle a une vue sur Kase-san à chaque fois qu'elle s'occupe de ses fleurs et de ses plantes. Donc du coup, elle l'observe beaucoup et elle est un peu troublée justement par la façon dont elle regarde Kase-san. Voilà, elle se dit qu'elle est super classe, beaucoup plus classe qu'un garçon. Donc voilà, elle sent qu'il y a des sentiments qui naissent par rapport à ça. Elle comprend pas trop ce que c'est au début. Elle se dit, bah non, c'est une fille, donc ça peut pas être de l'amour que je ressens pour elle. Voilà, malheureusement, voilà, la société japonaise n'est pas forcément très ouverte encore sur ces sujets-là. On a aussi beaucoup de progrès à faire en France, mais en tout cas au Japon, c'est vraiment encore moins évident. Donc du coup, voilà, elle se dit même pas qu'elle peut développer que ce qu'elle ressent pour Kase-san, c'est peut-être juste en fait de l'amour. Mais si, en fait, c'est de l'amour, et donc bah, les deux filles, en fait, vont commencer à sortir ensemble, et donc on va suivre tout au long des 5 tomes l'évolution de leur relation, évolution assez lente, hein. Clairement, si vous vous attendez à ce qu'elle passe à la vitesse supérieure assez rapidement, bah, peut-être que Kase-san n'est pas fait pour vous, mais franchement, le récit est tellement mignon qu'on adore à chaque fois retrouver. Merci beaucoup pour le follow, Mimi Dragon. Merci beaucoup. Donc oui, je disais que voilà, ce couple-là est tellement mignon qu'on adore les retrouver à chaque nouveau tome, et on sait quand on commence un tome de Kase-san qu'on va passer un bon moment et que ça va être feel good. Clairement, bon voilà, on va dire qu'il y a quelques petites tensions évidemment, parce que sinon en 5 tomes peut-être qu'on s'ennuierait un peu, mais honnêtement voilà, c'est une série hyper feel good, elle est faite pour ça.
Elle est faite pour nous faire sourire, pour nous faire passer un agréable moment. Donc on sait que ça va toujours bien se finir et c'est le cas avec ce 5e tome. Je vous spoile rien, si vous lisez les premiers tomes, vous allez très vite comprendre que a priori tout va bien se passer pour ces 2 filles-là et pour ce petit couple adorable. Voilà, là c'est le 5e et dernier tome. Voilà, on est évidemment triste de quitter notre couple tout mignon au bout de ce 5e tome. On les quitte donc là dans ce 5e tome. Pardon, dans ce 5e tome, on est vraiment à la fin du lycée, dans la période des examens. Je vais pas vous en dire trop pour pas vous spoiler, mais évidemment, du coup, il y a un enjeu puisqu'elles habitent plutôt dans un coin entre guillemets reculé du Japon. Bah, il va y avoir cette problématique de savoir où elles vont continuer leurs études. Est-ce qu'elles vont les continuer dans la même ville ou pas? Et si pas dans la même ville, comment elles vont continuer à pouvoir sortir ensemble? Et également, dans ce 5e tome, là aussi en essayant de ne pas vous spoiler, je peux vous dire que il y a des notions de passage à l'étape supérieure. Donc voilà, au bout d'1 an et demi de relation, on en est enfin au passage à l'étape supérieure. Elles ont essayé plusieurs fois avant, hein, voilà, dans les tomes, vous verrez si vous n'avez pas encore lu les premiers tomes. Mais clairement, comme je vous le disais, l'évolution de la relation est assez lente parce que bah, notamment autant Kase-san est assez on va dire, ouverte et elle connaît la chose, on comprend plus ou moins qu'elle est déjà sortie avec une fille, etc. Autant pour Yamada, c'est tout nouveau, mais quand je dis c'est tout nouveau, c'est pas uniquement le fait de sortir avec une fille, c'est le fait de connaître l'amour et d'être dans une relation. Elle n'a jamais connu ça, Yamada, la préposée aux plantes. Donc du coup voilà, elle est un peu timide, elle sait pas trop comment s'y prendre. Donc ça aussi c'est hyper touchant. Donc on est vraiment un peu comme dans un shoujo en fait, seulement c'est une relation entre 2 filles. Voilà, finalement la seule différence avec un shoujo qui pourrait aborder de la romance et dont la relation évolue assez lentement. Donc voilà, Kase-san, moi j'adore, c'est vraiment un de mes girls love préférés. Voilà, comme je vous le disais, c'est hyper feel good. On ouvre un tome de Kase-san, on sait qu'on va passer un bon moment et qu'on va avoir le smile tout le long du tome et en refermant le tome. Donc c'est de très bons moments passés. Voilà, j'ai bien aimé, alors pour parler du 5e tome, donc la page d'illustration, j'ai trouvé ça super cool. En fait, c'est le compte Instagram de Kase-san. Donc c'est assez marrant. Et je suis allé vérifier et le compte Twitter existe. Et donc on a en plus exactement les mêmes photos que ce qu'on voit dans le manga. Donc j'ai trouvé ce détail assez cool. Voilà, c'est un petit clin d'œil et on voit du coup que la mangaka est vraiment engagée dans cette histoire et dans ses personnages. À tel point que, je vous le disais, on est triste de les quitter. Voilà, elles ont fini le lycée, elles passent leurs examens et a priori c'est la fin de l'histoire. Mais non, parce qu'une nouvelle série a commencé, donc ça s'appelle, si je ne me trompe pas, Yamada to Kase-san. Donc c'est pas la même série, donc c'est-à-dire qu'on recommence au tome 1, et donc on va les suivre à l'université dans cette nouvelle série. Donc il y a le tome 1 de cette nouvelle série qui est sorti il y a quasi un an au Japon, c'est sorti le 25 juillet 2019 au Japon, ce premier tome de cette nouvelle série où on les suit après le lycée, donc à l'université. Et j'espère vraiment que Taifo Comics va nous annoncer prochainement que cette série va également sortir en France, parce que ça serait vraiment dommage de ne pas avoir la suite. En plus, il y a franchement que des bons retours sur cette série. Toutes celles et ceux qui ont testé cette série l'ont adoré, hein, clairement. On va pas se le cacher.
C'est vraiment une série, super feel good, un très bon girls love, je suis, d'accord, avec toi. Qui c'est qui disait ça? C'est Sombresse qui disait: «Série très mignonne avec des héroïnes attachantes». C'est exactement ça. Moi, à chaque fois que j'avais un nouveau tome de Kase-san, c'était comme retrouver des amis et savoir, ce qu'elles étaient devenues et cetera. Enfin, vraiment, il y a effectivement un fort attachement, à ces personnages-là. On a ensuite, Bokuro qui dit: «L'histoire a l'air si chou, je vais me prendre tous les tomes dès que possible». Bah, n'hésite pas Bokuro maintenant, voilà les 5 tomes de cette première partie, de cette première série, donc où on les suit au lycée, sont maintenant sortis. Donc la série est complète, donc surtout n'hésite pas. Et on a Sombresse qui dit: «J'espère que ça va ouvrir la porte à plein d'autres girls love, il y a un manque». Clairement, hein, heureusement Taifu Comics via Taifu Yuri a vraiment cette volonté-là d'en proposer de plus en plus des titres. Et surtout c'est des titres vraiment très bien sélectionnés où on a une assez grande variété en termes de Yuri. Donc on a donc là Kase-san qui est vraiment une histoire très mignonne, voilà, très shoujo-like on va dire. On a Octave qui est un récit un petit peu plus mature, qui va par exemple parler de féminisme, de harcèlement sexuel. On a Netsuzo Trap qui là est vraiment dans le dur de ce qu'est à la base le Yuri, donc un récit un petit peu plus sexy, un petit peu plus sensuel, avec un scénario qui n'est pas forcément, on va dire, le cœur, le cœur de l'histoire et le cœur de l'œuvre. On est vraiment dans quelque chose qui se veut être assez sensuel. On a évidemment le best-seller Citrus, là aussi qui peut faire penser à un shoujo, mais qui va quand même plus loin que Kase-san. On est moins sur un récit un peu cute, mignon. Il y a quand même des choses qui vont un petit peu plus loin que dans Kase-san. Donc voilà, on a vraiment tous les niveaux de Girls Love qui peuvent exister. Et là, Kase-san, on est vraiment sur du récit 100% mignon. Donc vraiment, qui n'a pas envie d'un récit feel good, j'ai envie de vous dire. Donc foncez sur Kase-san, même si vous n'avez pas lu de Girls Love jusque-là. Vraiment, comment dire, l'aspect Girls Love est pas très important dans Kase-san. C'est juste un beau récit, mignon, marrant, avec des personnages hyper attachants, et c'est une romance entre filles. Voilà, il se trouve que c'est le synopsis, mais c'est pas le cœur de l'œuvre pour le coup. Donc même si vous avez jamais lu de Girls Love, ou que vous vous dites que c'est peut-être pas un genre qui est fait pour vous, bah si, franchement, foncez. N'hésitez pas à lire Kase-san. Donc Bokuro qui dit: «Oh trop bien», donc j'imagine que c'est en réaction à l'annonce que j'ai faite, à savoir que du coup il y a une suite à Kase-san, et que donc il y a 5 volumes qui se passent au lycée, mais qu'il y a une nouvelle série dont le tome 1 est sorti l'année dernière au Japon. Et vraiment je réitère ce souhait. J'espère vraiment qu'on va pouvoir avoir la suite de Kase-san, donc où elles sont à l'université. J'espère qu'on va pouvoir la voir en France chez Taifu Comics. Voilà pour le Girls Love. On va maintenant revenir sur du Boys Love, mais cette fois-ci côté Boys Love IDP. Donc il faut que je vous retrouve ça et que je le replace correctement. Voilà. Donc on va maintenant revenir côté Boys Love, et cette fois-ci côté Boys Love IDP, avec le bonheur du démon de Kotetsuko Yamamoto. Je l'ai évidemment avec moi ici. Donc Kotetsuko Yamamoto, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une autrice qui a été beaucoup publiée en France, et dont on connaît notamment, évidemment le titre va m'échapper juste à l'instant, mais c'est évidemment, il y a une histoire de Priest. euh, oh là la honte. C'est le gros trou de mémoire.
donc Kotetsuko Yamamoto, qui a proposé donc plusieurs titres. Donc on a voilà Like the Beast, on a I Want to Say Love, on a encore une nuit blanche, et on a voilà, c'est le titre que je cherchais évidemment, Let's Pray with the Priest, qui est vraiment une œuvre fleuve, puisqu'il y a déjà 8 tomes en cours au Japon et 7 disponibles en France. Merci le chat, désolé pour ce trou noir. Mais voilà, je voulais évidemment parler de Let's Pray with the Priest. Je confondais en fait les titres de Like the Beast et Let's Pray with the Priest, donc j'étais parti sur Like the Priest et je savais que c'était pas ça. Enfin bref. Donc bienvenue à Jado qui nous a rejoint sur le chat. Merci beaucoup pour ta présence. Et Oriri Frenchy qui nous dit Kotetsuko Yamamoto, une de mes mangas boys love préférés. Bah oui, hein, franchement elle est très populaire, notamment en France, Kotetsuko Yamamoto. Il faut dire qu'elle délivre toujours des récits vraiment là aussi, comme sur Kase-san, on est vraiment généralement sur du feel good, et c'est le cas avec le Bonheur du démon. Donc le Bonheur du démon, c'est une série, hein, là c'est le premier tome qui est sorti, il y a le deuxième tome, bah, d'ailleurs je crois qu'il sort en juillet, qui sort ce mois-ci. Donc là, on va avoir un récit, bah, comme je le disais, vraiment très mignon. Donc on a Emu, qui souffre un peu de son nom, parce que Emu, c'est lié un petit peu à... C'est la lettre, en fait, de masochiste. Donc du coup, voilà, il y a une connotation qu'il n'apprécie pas forcément. En plus de ça, il a une histoire assez difficile, une histoire familiale assez difficile. Il a perdu son père, qui était seul à l'élever. Et donc il se retrouve en fait complètement fauché, et surtout il se retrouve avec des dettes qui avaient été contractées par son père, en partie pour lui en fait, pour qu'il puisse continuer à être au lycée et à faire des études. Et donc il va se retrouver avec cette dette-là assez colossale, c'est 5 millions de yens, sachant que lui, Emu, bah, il travaille dans un combini, donc c'est pas forcément un travail qui rapporte énormément. Donc du coup, bah, il se demande vraiment comment il va pouvoir racheter cette dette. Donc il y a l'espèce un peu de yakuza qui lui réclame le remboursement de cette dette, qui va lui proposer un travail un peu louche dans un club gay. Donc lui, il va dire que bah non, il a pas envie de faire un travail qu'il n'a pas envie de faire juste pour rembourser ses dettes. Et là, donc, il va y avoir une super coïncidence pour lui, puisque un ancien camarade de lycée, qui lui, par contre, donc c'est Fukutomi, donc qu'il a connu au lycée, et qui lui, par contre, vient d'une famille assez aisée, et donc lui, il vient de s'installer dans le quartier où Emu travaille dans le combini. Donc du coup, bah, forcément, ils vont se retrouver, puisqu'ils sont dans ce même quartier-là, et donc Fukutomi va être un client du combini dans lequel travaille Emu. Donc bah, ils vont reprendre contact, et donc Fukutomi va se rendre compte que Emu est dans cette sacrée panade où il va devoir rembourser une dette, etc. Et donc il va lui proposer de l'acheter. Donc bon, sur le coup, Emu il est un peu là, bah non, moi j'appartiens à personne, j'ai pas envie de me faire acheter par qui que ce soit. Et en plus, il a beaucoup de mal avec Fukutomi, parce que justement Fukutomi a toujours voulu un peu lui tendre la main, et Emu en fait il trouve ça juste insupportable que ce mec un peu friqué, un peu aisé, qui a jamais connu de monde difficile, bah, veuille lui tendre la main. Voilà, c'est assez épidermique, il ne peut pas supporter Fukutomi. Donc du coup, bah, il refuse cette proposition-là. Au final, malgré tout, bah, Emu, lui, il va décider de quitter son appartement, parce qu'il va se dire, bah, mon loyer, il est trop cher, donc il faut que je trouve quelque chose de plus petit, de moins cher, pour pouvoir rembourser ma dette. Sauf que ben, il quitte son appartement et il a nulle part où aller, et donc il va finalement accepter l'aide de Fukutomi, et donc il va aller vivre
chez Fukutomi. Donc pas de loyer, mais il va lui faire la cuisine, puisque bah, lui, Emu, il a à peu près toujours vécu seul. Donc du coup, lui, il sait à peu près faire la cuisine, ce qui n'est pas du tout le cas de Fukutomi, qui lui se retrouve avec son propre appart pour la première fois, mais qui a jamais eu à cuisiner lui-même, donc qui est nul en cuisine. Donc voilà, on va dire que c'est un peu un échange de bons procédés. Et surtout, bah, Fukutomi, il va avouer à Emu qu'il a développé dès le lycée des sentiments pour lui. Donc il va un petit peu se déclarer à Emu. Sauf que Emu, je vous l'ai dit, lui, voilà, Fukutomi, c'est plutôt quelqu'un qui l'énerve et qu'il n'aime pas trop, qu'il n'apprécie pas trop. Donc voilà, on se demande un peu comment ça va évoluer, cette relation entre ces deux personnages qui, a priori, démarre de manière quand même assez compliquée, puisque Emu ne supporte pas Fukutomi. Donc voilà, on est sur un récit vraiment mignon, donc vous le voyez avec cette petite illustration là sur la quatrième de couverture. On a deux personnages assez différents, même physiquement. Au niveau voilà au niveau des- de- du mode de vie et du niveau social des deux, on n'est pas du tout sur la même chose. On a donc, comme je le disais, Emu qui lui vient d'une famille pas forcément aisée, où la mère est partie, et c'est le père qui a élevé Emu tout seul, mais ce père-là bah, est décédé. Donc voilà, on a vraiment des différences sociales flagrantes entre deux, mais pas que, aussi au niveau de la personnalité et du tempérament, on n'est pas du tout sur la même chose entre ces deux personnages. Donc c'est assez marrant voilà, de les voir parfois se chamailler, Emu qui lutte un peu parce que bah, il n'a pas envie, voilà, c'est un peu par fierté je pense, mais il n'a pas envie que Fukutomi vienne à son secours et vienne l'aider. Et donc, bah, malgré tout, petit à petit, Emu va un petit peu plus s'ouvrir à Fukutomi. Il va un peu mettre de côté sa fierté et accepter petit à petit son aide. Comme je vous le disais, il accepte d'être hébergé par lui, par exemple, en échange de lui faire la cuisine. Et ensuite, voilà, il se passe d'autres choses. Là aussi, je ne vais pas vous spoiler, mais il y a d'autres événements qui vont aider Emu à pouvoir se débarrasser de cette dette-là et qui vont évidemment rapprocher les deux personnages. Donc dans ce premier tome, ça reste très très safe, hein. D'ailleurs, Kotetsuko Yamamoto s'en excuse dans la postface, c'est assez marrant. Voilà, elle dit désolé, il n'y a pas de sexe dans ce premier tome. Je vais essayer d'en mettre dans le second. Donc voilà, le second tome sort ce mois-ci. Donc pour ceux qui attendent d'avoir une scène de sexe dans Le Bonheur du Démon, ça devrait normalement arriver dans le tome 2. Mais voilà, c'est un récit très feel good, très mignon, vraiment dans la veine de ce que c'est faire Kotetsuko Yamamoto. Voilà, on est sur des personnages qui sont dans le début de la vingtaine, donc c'est cool parce que c'est pas des lycéens, ça change un peu. Et en même temps, on n'est pas non plus sur des adultes comme dans N'oublie pas notre promesse que je vous ai présenté tout à l'heure. Mais voilà, on est vraiment dans un récit, et pareil, ça se veut pas forcément extrêmement réaliste, en tout cas pas autant que N'oublie pas notre promesse, hein. On est, en tout cas, concernant la relation entre les deux garçons, on est plutôt sur une romance vraiment boys love, donc pas forcément crédible, etc. Mais, mais malgré tout, bah, on passe un très bon moment à lire ce récit de Kotetsuko Yamamoto. Au niveau des dessins, bah, c'est très mignon. Comme d'habitude avec Kotetsuko Yamamoto, hein, on a plutôt des dessins assez bien réalisés. Un chara design intéressant, je vous l'ai dit, les deux personnages ont vraiment des caractéristiques physiques assez différentes l'un de l'autre, donc ça contribue aussi un petit peu à cette opposition entre les deux, donc ça c'est plutôt bien fait. Voilà, le récit est drôle, hein. Enfin clairement, même si il y a un peu de background, même s'il y a un peu de background triste entre guillemets par rapport à l'histoire de Emu
quasiment pas connu sa mère et qui a été élevé que par son père qui vient de décéder. Donc voilà, ça c'est pas très joyeux. Mais malgré tout, comme toujours avec Otsuko Yamamoto, voilà, on est vraiment dans un récit humoristique et la relation entre les deux est assez marrante à suivre. On a Ohalo qui dit j'adore la tension entre les deux héros. Oui, voilà, côté de Soko Yamamoto joue vraiment avec cette rivalité et cette différence un petit peu entre les deux personnages, et c'est ce qui fait que c'est assez drôle. Sombresse qui dit ça fait du bien ce genre de récit tout mimi. Bah exactement, on le disait avec Kase-san, c'est cool d'ouvrir un manga et de se dire bah je vais passer un bon moment, ça va me donner le sourire, ça fait du bien aussi. Voilà, on a Tanja, salut Tanja, merci de m'avoir rejoint sur le chat et sur le stream, et qui dit donc que le tome 2 est dispo dans l'abonnement Anabook s'il y en a qui sont pressés. Donc effectivement, bah là c'est les mangas de juillet sont en train d'être envoyés aux abonnés, donc le tome 2 sera très très bientôt disponible. Voilà pour le bonheur du démon, et ça clôt donc la partie qui était consacrée pardon, au Boys Love et au Girls Love. Et maintenant on va passer à des mangas ou à des œuvres, je devrais dire, parce que je vous l'ai dit, on va pas parler que de mangas ce soir, mais voilà, à des œuvres qui ne sont pas des Boys Love ou des Girls Love, est-ce qu'on a vraiment besoin de définir leur genre? Pas forcément, je vais vous les présenter. Là, l'œuvre dont je vais vous parler, d'ailleurs les deux prochaines sont dans l'univers, on va dire entre guillemets boys love, puisque on a des thématiques LGBT. Et donc on va commencer avec donc les deux prochains que je vais vous présenter sont disponibles chez Akata, et donc le premier dont je vais vous parler c'est Asana n'est pas hétéro. Donc c'est sorti le 25 juin. Asana n'est pas hétéro. C'est sorti le 25 juin aux éditions Akata. Et donc c'est un format, je vais vous montrer, c'est un format assez original. Donc je vais vous comparer par exemple avec le manga dont je viens de parler, Le Bonheur du Démon. Vous voyez, hein, c'est un format plus grand qu'un format manga classique. Donc Asana n'est pas hétéro, donc en plus d'être sur un format au niveau de la taille différent par rapport à un manga, l'autre différence c'est que c'est un manga, vous le voyez, tout en couleur. En fait la raison elle est très simple, c'est qu'à la base c'est à la base c'est même pas un manga, c'est en fait Asana, donc c'est le nom de l'auteur, je l'ai pas dit, donc c'est Asana n'est pas hétéro, c'est signé par Sakuma Asana, donc c'est une autobiographie, et en fait c'est juste un japonais qui est homosexuel et qui publiait sa vie, en fait, son quotidien, ou des souvenirs d'enfance, d'adolescence, etc. Et qui donc les publiait sur le site Pixiv, donc qui est très populaire au Japon. C'est un genre voilà, de Tumblr, de réseau social plutôt images et dessins. Il y a pas mal de webcomics qui sont publiés sur Pixiv, et notamment des Boys Love. Donc là, c'était le cas. En fait, il publiait des petits dessins humoristiques par rapport à son quotidien de trentenaire homosexuel, tokyoïte. Il vit à Tokyo, et donc japonais. Et donc ça a tellement cartonné, voilà, ça a été vraiment un gros succès sur Pixiv. Du coup, il y a eu une édition papier, et c'est cette édition papier que nous proposent les éditions Akata. Donc je vous l'ai dit, c'est un récit autobiographique et vraiment ancré dans le quotidien. Donc c'est pas un récit avec un début, un milieu, une fin. C'est un récit un petit peu comme Otaku Otaku, où en fait à chaque fois vous voyez il y a le titre de l'histoire, enfin des mini-histoires qu'il y a dans cette œuvre-là, qui est ici, et ensuite généralement cette mini-histoire elle fait 2-3 pages, et ensuite vous voyez au bout de 2-3 pages on a un nouveau récit, donc toujours pareil avec un mini-titre. Donc on est vraiment sur des petites scénettes, en fait, des petites scénettes de la vie quotidienne de Asana.
Tout est vraiment autobiographique comme je vous l'ai dit, donc du coup ça c'est hyper intéressant parce que, bah, ça nous permet d'avoir une vision. Alors il le dit lui-même, hein, il dit: «C'est ma vie, il se trouve que je suis, homosexuel et que, ma vie ressemble à ça», mais ça veut pas dire que tous les homosexuels, japonais, vivent comme ça, et ça veut pas dire que tous les homosexuels sont, comme ça et vivent comme, moi je vis et comme moi je suis. Donc ça c'est très important, de le souligner, hein, c'est une vie d'un trentenaire homosexuel, à Tokyo. Mais évidemment, c'est pas une généralité. Mais en tout cas, ça nous permet quand même d'avoir une vision de ce à quoi peut ressembler, une vie, d'un homosexuel au Japon. Et clairement, en fait, ce qui est super avec Asana n'est pas hétéro, c'est que ça s'adresse à tous les publics. Donc c'est-à-dire pour les personnes, concernées comme moi, qui, suis également, homosexuel, bah, j'ai pu retrouver plein de points communs avec Asana, malgré les différences culturelles. Il y a des choses qui sont assez universelles, le coming out, la découverte de sa sexualité, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent parler tout simplement, bah, aux personnes concernées, à des personnes LGBT. Donc ça c'est bien, ça peut s'adresser à un public LGBT qui va se retrouver dans certains aspects de la vie d'Asana. Euh, et c'est aussi un récit important, et j'espère qu'il y a des bibliothèques, des CDI, etc. qui vont proposer ce titre-là, parce que ça permettra peut-être à des adolescents qui se questionnent sur la sexualité, à se sentir, moins seuls, et à vraiment avoir une vision, de l'homosexualité, et de se dire, bah, qu'ils sont pas tout seuls et qui sont entre guillemets, «normaux», voilà, et que s'ils sont attirés par des personnes du même sexe, ou voilà, qui pensent, avoir, appartenir à la communauté LGBT, bah, qu'ils sachent que voilà, ils ne sont pas les seuls, et d'avoir un exemple de récit de vie d'une personne homosexuelle. Donc voilà, ça c'est le premier public. Donc Asana n'est pas hétéro, ça peut s'adresser à un public LGBT, parce qu'il va se retrouver un petit peu dans certains aspects de la vie d'Asana. Mais ça s'adresse bien au-delà de la communauté LGBT, puisque on est sur un récit extrêmement pédagogique. Donc c'est-à-dire que ça s'adresse à tous les publics, donc je l'ai dit, à la communauté LGBT. Ça s'adresse également à, des personnes qui ne sont pas forcément de la communauté LGBT, mais qui connaissent déjà un petit peu ce milieu-là, et qui savent, ce que veut dire le sigle LGBT, lesbienne, gay, bi, trans. Mais qui sont pas de la communauté LGBT, mais qui peuvent être des alliés, ou en tout cas qui connaissent la communauté et la culture LGBT. Voilà, ça va forcément les intéresser d'avoir un aspect, un exemple de vie, homosexuelle, d'un homosexuel au Japon. Mais ça s'adresse aussi, bah, aux personnes qui connaissent pas forcément la culture LGBT, ou la communauté LGBT. Et donc du coup, on a tout un prologue en fait, de l'auteur, qui est hyper pédagogique et qui est vraiment super. Donc vous voyez, on a l'explication de toutes les lettres LGBT et des différentes sexualités qui peuvent exister. Évidemment, c'est pas exhaustif parce qu'il y en a beaucoup des sexualités et des identités, mais en tout cas, voilà, c'est déjà quand même un effort pédagogique qui est à souligner. Il y a vraiment tout un prologue pour introduire les gens, à ce que veut dire LGBT, et à ce que, voilà, à ce que représentent toutes les identités, et les sexualités, qui peuvent exister. Donc ça, c'est vraiment très très bien fait. Donc voilà, on a toujours sur ce prologue, vous voyez, on a ici un petit schéma, bah, de qu'est-ce que c'est que le sexe et qu'est-ce que c'est le genre. Donc ça c'est bien, ça fait aussi la distinction entre sexe et genre. Donc ça peut permettre à certaines personnes, d'apprendre des choses. Peut-être qu'il y en a qui vont acheter ce manga et qui connaîtront déjà tout ça, et qui donc n'apprendront rien. Mais en tout cas, j'ai trouvé que cet effort de pédagogie était vraiment hyper intéressant, et ça permet vraiment d'avoir un récit qui ne s'adresse pas à un public trop restreint.
Le bon exemple, si vous avez lu Le mari de mon frère, vous aurez vu que dans les interchapitres, entre 2 chapitres, Gengoro Tagame avait une petite rubrique sur, justement la culture LGBT. Donc il expliquait par exemple, le drapeau LGBT, il expliquait aussi le sigle LGBT, enfin voilà, il avait, différents, segments un petit peu pédagogues, donc qui allaient au-delà de juste l'histoire, qu'il racontait et qui vraiment étaient là pour faire un peu de pédagogie sur ce qu'est l'homosexualité et sur ce qu'est la communauté LGBT. Là, on a la même chose vraiment en prologue, c'est vraiment super bien fait. Et c'est pour ça que je dis que ça serait vraiment top d'avoir cette œuvre-là dans des CDI, dans des bibliothèques, etc. On a voilà, tout un schéma pour un petit peu toujours pareil, il y a pas tout le spectre des sexualités parce qu'il y a beaucoup de sexualités qui existent, mais en tout cas, il y a un début de pédagogie avec ce petit schéma pour savoir ben, si vous vous définissez comme un homme et que vous êtes attiré sexuellement par des hommes, ben, ça veut dire que vous êtes homosexuel. Si vous n'avez pas d'attirance sexuelle, ça veut dire que vous êtes asexuel. Enfin voilà, il y a tout ce schéma-là qui explique. Il y a également donc un schéma, donc ça c'est le schéma sur les sexualités, et celui-là c'est un schéma sur les identités de genre. Donc ça aussi c'est super parce que bah, autant l'homosexualité c'est quand même de plus en plus évoqué, mais autant la transidentité ça reste encore une thématique qui n'est pas forcément énormément abordée, notamment chez les jeunes. Donc c'est voilà, c'est un effort super pédago pour expliquer les termes cisgenre, transgenre, etc. Non-binaire, etc. Donc voilà, ça c'était pour la partie un peu pédago et pour le prologue. Ensuite, si on prend vraiment le contenu du manga en lui-même, donc manga tout en couleur, donc c'est ouais, quasiment un webcomic mais sur papier, et ben on est vraiment sur un récit super drôle. Voilà, Asana, enfin vous allez apprendre à le connaître et c'est un personnage hyper attachant. Voilà, il est un peu maladroit, un peu malheureux en amour, il sait pas forcément au début comment gérer sa sexualité, et puis finalement, voilà, il va apprendre à se connaître et à un petit peu, comment dire, aller découvrir la communauté LGBT, notamment à Tokyo. Il évoque notamment le quartier gay de Tokyo, dans lequel il passe un petit peu de temps. Donc c'est divisé en 4 chapitres, donc du coup on va avoir vraiment tout l'aspect de toute la transformation et l'évolution en fait de Asana, puisque on va autant suivre son quotidien quand il a 30 ans, et donc par exemple sa vie de couple, mais on va aussi suivre avant, donc c'est-à-dire quand il a eu des dates, des rencontres avec d'autres hommes, etc. On va aussi avoir tout un aspect sur son enfance. Donc comme je vous le disais, sans coming out, alors moi, les coming out, vous pouvez y aller, une fois sur deux, ça me fait chialer, et là, ça m'a clairement mis les larmes aux yeux, c'est super émouvant. Donc je l'ai dit, c'est un récit très humoristique, hein, vraiment, globalement, on se marre bien, et le fait que ça soit des mini-histoires en 2-3 pages, ça contribue à cet aspect un peu humoristique, mais on a aussi des moments donc un peu plus émouvants comme celui-là, comme son coming out, ou comme la situation familiale de son conjoint, qui est assez compliqué à gérer et qui a une incidence sur leur vie de couple. Donc voilà, il y a des sujets un petit peu sérieux, un petit peu émouvants, qui sont abordés, mais globalement la tonalité elle est vraiment axée sur l'humour, et ça fonctionne vraiment très bien. Enfin vraiment, moi, j'ai passé un excellent moment, et j'aurais tellement adoré avoir ce genre de récit quand j'étais ado, pour voilà, pour
savoir que j'étais pas tout seul et pour avoir un petit peu un aperçu de ce que pouvait ressembler la vie d'une personne homosexuelle, même si elle est à des milliers de kilomètres. Comme je l'ai dit, il y a quand même des aspects assez similaires. J'essaie de vous trouver aussi parce que des fois il y a un peu cet aspect un peu blog avec un petit peu des notes et des digressions. Donc là par exemple on en a une sur l'émission RuPaul's Drag Race. Donc c'est une émission américaine qui est disponible sur Netflix et qui met en avant la communauté des drag queens. Donc les drag queens, ce sont généralement des hommes, mais il peut y avoir aussi, par exemple, des femmes transgenres qui en fait vont vont se transformer en fait en femmes et ont vraiment des personnages de femmes. Et en fait, Asana est complètement fan de cette émission de RuPaul's Drag Race, comme d'ailleurs beaucoup de gens à travers le monde. Hein. C'est vraiment une émission très 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 populaire et que je vous engage à regarder. Moi j'ai commencé il y a pas longtemps et je suis complètement accro. Il y a 12 saisons disponibles sur Netflix. Je m'en suis fait 2 en 2 semaines là, donc vraiment, je vous le conseille, c'est vraiment addictif. Et donc en fait, on a tout un peu une digression où en fait il explique justement ce qu'est l'émission RuPaul's Drag Race, ce qu'est une drag queen, et il fait part aussi de ses candidates chouchous et qu'il a lui-même dessiné. Ensuite, il travaille, donc on sait qu'il travaille dans la mode. Et donc, par exemple, il va tout simplement nous montrer des petits croquis de ce que lui, il aime un petit peu dans la mode masculine ou féminine. Donc voilà, en plus de l'aspect manga où il y a des petites histoires avec des bulles, des personnages, etc., il y a aussi cet aspect un peu blog de temps en temps où il nous fait part de ses passions et ça nous aide aussi à le connaître. Et donc c'est là que l'aspect autobiographique est vraiment encore poussé. Donc voilà, tout est en couleur et les dessins sont vraiment chouettes. Après voilà, c'est du webcomic, donc du coup comment dire, les personnages sont dessinés de façon assez simple. Pareil pour les décors. Hein, vous voyez, on est souvent sur du fond uni. Voilà, y a pas forcément de décor à proprement parler, mais en même temps, il n'y a pas forcément besoin parce que c'est presque un roman graphique en fait. On est vraiment sur un récit autobiographique et qui est illustré. Euh, mais donc voilà, tout en couleur, ça c'est assez sympa, ça change un peu des autres mangas, ça apporte toute la couleur, toute la fraîcheur qui peut y avoir dans la vie d'Asana, l'aspect humoristique, etc. Donc ça c'est vraiment sympa. Donc voilà, je vous disais, donc c'est un récit tout en couleur, donc ça change un peu aussi des formats habituels. Ça fait quand même quasiment 150 pages, donc c'est à peu près le nombre de pages d'un manga hein, classique, mais on est vraiment, voilà, comme je l'ai dit, sur des mini-histoires, principalement humoristiques, également parfois émouvantes, et on est sur un récit extrêmement donc drôle, émouvant, mais aussi pédagogique. Donc si, comment dire, le titre Asana n'est pas hétéro, le fait que ça soit une autobiographie sur une personne homosexuelle, ça doit rebuter vraiment personne parce que tout le monde pourra comprendre ce récit. Que vous soyez familier ou pas avec la culture LGBT, tout est très très bien introduit, tout est très très bien amené par Sakuma Asana. C'est vraiment très bien fait, donc je vous l'ai dit, il y a tout ce prologue qui explique, qui est très pédagogique. Donc vraiment, je vous le conseille. L'autre chose que je voulais vous dire, non, je me souviens plus ce que je voulais vous dire, mais c'est pas grave. Non, non, mais vraiment, je vous conseille énormément. Oui, si, ce que je voulais dire, pardon, ça y est, je l'ai retrouvé, c'est qu'il n'y avait pas, ce qui est cool aussi dans ce récit, c'est qu'il n'y a pas de jugement par rapport aux personnes qui peuvent avoir des comportements parfois homophobes. Donc, par exemple, dans une des premières histoires, je crois qu'il y a une personne
qui fait vraiment des généralités sur les personnes homosexuelles et qui dit ah, t'es homosexuel? Ah, ben on dirait pas que t'es homosexuel. Et donc il lui dit mais donc du coup, à quoi ça ressemble pour toi un homosexuel? Et donc du coup, voilà, il la coince un peu de façon un peu humoristique par rapport à ça pour casser les clichés. Mais toujours sans jugement, donc ça c'est vraiment bien parce que c'est pas un récit moralisateur. Ça montre aussi qu'il y a des gens qui juste ont des comportements homophobes parce que parfois ils méconnaissent la culture LGBT, qu'ils n'ont pas forcément rencontré des personnes homosexuelles, ou en tout cas qu'ils ne l'étaient pas de manière explicite. Donc voilà, c'est assez intéressant à suivre. Et on voit aussi quand même, je vous le disais, il y a des aspects vraiment communs, donc la découverte de sa sexualité, le coming out, mais il y a aussi des choses assez différentes entre les cultures, et ça aussi c'est assez intéressant à voir dans ce récit. Asana n'est pas hétéro chez Akata, donc c'est un one-shot, et c'est dès maintenant disponible partout. Donc sur le chat, je vois que Aurélie l'a déjà dans sa pile à lire. Bah super, bah n'hésite pas, une fois que tu l'auras lu, à me dire ce que t'en auras pensé. Oh Allo qui dit que Asana n'est pas hétéro et dans sa wishlist, bah pareil. N'hésite pas à me dire ce que t'en auras pas pensé. Tanja qui dit qu'elle a beaucoup aimé Asana. Eh bien on est deux au moins. Oh Allo qui dit je sens que je vais adorer. Bah franchement, pour pas aimer ce récit, il faut vraiment être soit fermé d'esprit, soit ne pas avoir d'humour, parce que c'est vraiment un récit très drôle, très pédagogique, voilà. Sombresse qui dit j'hésitais à le prendre, je vais peut-être tenter. Sombresse qui dit ah j'adore cette émission aussi en parlant j'imagine de RuPaul's Drag Race, le show dont j'ai parlé avec les drag queens qui est disponible sur Netflix. Bokuro et Jado qui nous quittent donc pour aller voir Kaolin-chan. Je vous comprends et d'ailleurs je ferai un raid vers sa chaîne quand on aura terminé de notre côté. Donc merci Bokuro et Jado d'être passés par ici et à bientôt. Donc le deuxième manga que j'avais envie d'évoquer avec vous, donc manga Akata, et qui n'est pas un boys love, mais qui tourne autour de la thématique LGBT. Donc ce nouveau manga, c'est Our Colorful Days. Donc j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler, puisque en fait ce titre est disponible en numérique depuis pas mal de mois maintenant. Je sais pas quand est-ce qu'est sorti le premier chapitre sur Isneo, mais ça fait quand même quelques temps, hein. Donc voilà, ce récit est déjà disponible en numérique. Je vous en parlerai d'ailleurs un petit peu après. Mais donc là, c'est le tome 1 qui est sorti en version papier. Le voici, donc comme vous le voyez, c'est un manga écrit et dessiné par Gengoro Tagame. Et Gengoro Tagame, c'est celui qui a fait, vous le voyez ici, Le mari de mon frère. Donc vraiment énorme succès à la fois public et critique. Donc Gengoro Tagame, c'est un auteur de gay comics à la base, donc plutôt des récits pornographiques, hein, pour le dire. Mais donc il s'est mis à faire des mangas tout public. Donc il a commencé par le mari de mon frère, qui là était un récit où il n'y avait pas de romance en fait, où il y avait un personnage qui était marié avec donc un Canadien, pardon, qui était marié avec un Japonais. Son mari est décédé et donc il va voir la famille de son mari défunt au Japon. Et donc voilà, il y a la confrontation entre cet homosexuel qui était donc marié à un Japonais et le frère de ce Japonais qui lui est un peu, enfin, il n'est pas fermé d'esprit, mais on va dire qu'il a plein de préjugés sur les homosexuels. Et donc du coup, c'est la rencontre entre les deux qui va un petit peu faire évoluer les mentalités. Là, sur All Colorful Days, on est sur un angle très différent. On est sur donc 7 adolescents, ce lycéen,
que vous voyez ici, qui est en plein questionnement et qui est en pleine découverte de sa sexualité. Donc il va découvrir qu'il est homosexuel. Au début, il va pas du tout savoir comment gérer ça. Il est très inquiet parce que malheureusement, l'homophobie est assez présente partout dans le monde, mais au Japon, c'est vrai que la société est quand même parle peu en tout cas de ce sujet-là. Donc du coup, il va vraiment essayer de le garder enfoui. Et c'est une rencontre avec donc l'homme que vous voyez ici, donc qui tient un café, donc il va atterrir dans ce café un petit peu par hasard, un café pas très fréquenté, et donc il va atterrir dans ce café par hasard, et donc il va discuter avec le gérant de ce café, il va comprendre que ce gérant est lui-même homosexuel. Et donc, il va trouver un petit peu une personne à laquelle il va pouvoir se confier et il va se sentir beaucoup moins seul grâce à cette personne-là. Et donc, il va pouvoir s'ouvrir, de mieux en mieux assumer sa sexualité. Donc, ça fait vraiment le lien avec Asana n'est pas hétéro, où il a un peu eu cette même chose-là, où au début, il savait pas du tout comment gérer sa sexualité. Et finalement, au fil des rencontres, en traînant dans le quartier gay, donc en traînant avec d'autres personnes également homosexuelles, il a pu un petit peu s'ouvrir. Là, on est un petit peu sur la même chose. On est voilà, sur cet adolescent qui découvre sa sexualité, qui sait pas trop quoi en faire, et qui va trouver cet homme donc beaucoup plus âgé que lui, et donc avec a priori plus d'expérience, en tout cas plus de recul sur son expérience personnelle. Donc voilà, en fait, on va suivre l'évolution de ce garçon. Et on voit donc ici, c'est son ami d'enfance, amie d'enfance, à laquelle il va se confier. C'est pas un spoil, hein, parce que ça arrive assez vite dans le récit. Et donc, grâce à ces deux personnages, voilà, il va réussir à s'ouvrir, à comprendre sa sexualité. Voilà, il a très peur de tout ce que la société lui dit, à savoir que l'homosexualité, ce n'est pas dans la norme, que ça ne lui permettra pas d'avoir des enfants, que a priori, avoir une relation stable quand on est homosexuel, ça n'existe pas. Enfin voilà, tous ces préjugés que la société japonaise peut véhiculer sur les homosexuels, malheureusement, il va un petit peu les subir au début, mais petit à petit, il va vraiment s'ouvrir. Donc la série est prévue en 3 tomes seulement. Ça me frustre un peu parce que ça va être très dur de quitter les personnages. Et donc du coup, donc là je vous l'ai dit, le tome 1, donc sur les 3, est sorti le 25 juin chez Akata. En fait, en version numérique, donc c'est disponible depuis, je me demande si vraiment ça fait peut-être un an que c'est publié en numérique. Et en fait, on est sur les tout derniers chapitres. Là, il y a les chapitres 20 et 21 qui sortent ce mois-ci en juillet. Et le chapitre 21, c'est le dernier chapitre. Donc en version numérique, on va déjà bientôt avoir la fin. Moi, depuis le début, merci Tanja. Donc Tanja qui me dit que du coup sur Isneo, en version numérique, c'est disponible depuis avril 2019. Donc c'est ça, ça fait plus d'un an que c'est disponible en numérique. Donc moi j'ai suivi la série justement en numérique. Donc j'en suis au chapitre 18 et 19, qui sont vraiment très importants. Vraiment le chapitre 18 notamment, donc vous voyez ici. Ici, l'image est très importante. Je vais évidemment pas vous dire pourquoi pour pas vous spoiler. Voilà, c'est un chapitre très très fort que moi j'ai beaucoup aimé. Alors globalement, j'ai adoré toute la série, hein. Enfin, clairement, c'est vraiment voilà, Gengoro Tagame. C'est des beaux dessins, c'est une histoire extrêmement bien menée, c'est un récit extrêmement touchant de voir cet ado se découvrir et se dire que ok, il n'est pas dans la norme, mais ça l'empêche pas d'être qui il est et de pouvoir assumer qui il est. C'est un récit voilà, très puissant, là aussi qui s'adresse à tous les publics, comme pour Asana n'est pas hétéro, les personnes qui peuvent être dans le même cas que cet adolescent, ça va peut-être aussi les aider à se découvrir eux-mêmes.
Et les personnes qui ne sont pas concernées bah, vont tout simplement suivre un récit de vie assez touchant et l'évolution juste d'un ado qui apprend à se connaître et à s'assumer tel qu'il est. Donc oui, je disais, j'ai adoré ce récit. Le chapitre 18, c'est vraiment pour moi un chapitre clé. Et donc là, je commence à voir, oui, au bout de 18 chapitres, enfin en tout cas, je commence à comprendre où peut-être le récit va pouvoir se terminer. Et s'il va dans cette direction-là, Gengoro Tagame, ça sera une fin plutôt satisfaisante. On aura pu voir l'évolution de ce jeune ado. Donc ça c'est plutôt satisfaisant. Donc sur ce premier tome, on est sur les 7 premiers chapitres. Donc vous verrez le premier chapitre est très introductif, ça met un petit peu de temps à s'installer, mais ensuite une fois que il y a eu ce déclencheur-là, donc de son premier coming out à son ami qu'on voit ici, les choses s'accélèrent un peu. Et voilà, on va vraiment suivre l'évolution de cet ado, et c'est extrêmement bien fait. On s'attache énormément au personnage. En fait, c'est pour ça. Et Tanja, je vois que tu dis aussi que tu es triste que ça se termine. Ce qui va être dur, c'est de quitter ces personnages et de pas savoir ce qu'ils deviennent, quoi. Il y a un moment où, alors je sais pas si Gengoro Tagame a prévu un épilogue ou je ne sais quoi, mais en tout cas, à un moment donné, on va devoir les quitter et ne pas savoir ce qui va se passer après. Ça va être un petit peu triste, mais bon, c'est comme ça. Gengoro Tagame a décidé d'en faire 3 tomes, et on ne peut que respecter ça. Et surtout, comme je le disais, la fin, si il va vers ce à quoi je pense, sera vraiment satisfaisante. Donc le tome 1 est sorti, il est disponible, donc je vous l'ai dit, en version évidemment papier. Il y aura également il y a déjà également une version numérique de ce premier tome. Je pense que ça vous coûte un petit peu moins cher vu qu'il y a 7 chapitres. Dans ce premier tome, ça vous coûtera un petit peu moins cher d'aller acheter le tome 1 en numérique plutôt que chapitre par chapitre. Mais si vous êtes déjà impatient de connaître la suite et la fin, du coup, puisque je vous l'ai dit, le chapitre 21 qui sort ce mois-ci va être le dernier chapitre. Donc on va connaître la fin de All Colorful Days, et par contre les tomes papier vont être espacés de 2-3 mois chacun. Donc si vous voulez vraiment lire en papier, il va falloir être un petit peu plus patient. Mais en attendant, donc du coup, les 21 chapitres seront, pour l'instant il y a 20 chapitres de dispo sur Isneo, et il y en aura très bientôt 21, donc l'intégralité de la série en chapitre par chapitre. C'est 1 euro le chapitre, donc c'est pas énorme, et moi ça m'a vraiment fait plaisir. C'était la première fois que je suivais un récit totalement en numérique et comme ça avec chapitre par chapitre, j'ai vraiment apprécié. Ça donne vraiment envie d'être à la date suivante où va être publié le chapitre suivant. Voilà, ça génère un petit peu d'excitation et encore plus d'attachement au personnage. Donc j'ai bien aimé suivre chapitre par chapitre ce récit, All Colorful Days, sur Isneo en, euh, en, euh, en numérique. Waouh, je vais y arriver. On arrive à la fin de ce stream, donc je perds un peu mes mots. Sur le chat, on a Kalikali qui est arrivé. Salut, merci beaucoup de nous rejoindre. Et pas de souci évidemment pour le retard. Et donc Karikari justement qui nous dit en papier il est top, il manque des pages en couleur. Donc effectivement ce qui est cool en numérique, c'est que les pages de garde des chapitres sont en couleur et ça en vaut vraiment la peine. Puisque est-ce que je peux vous en trouver un ici, une page de garde, donc là qui sera en noir et blanc puisque c'est la version papier que j'ai. En fait, le personnage dans Colorful Days, il aime beaucoup dessiner, et du coup en fait Gengoro Tagame s'est amusé à utiliser des dessins du personnage comme page de garde, des différents chapitres. Et donc là, c'est en noir et blanc, mais si vous lisez en version numérique, en fait, c'est colorisé.
et c'est vraiment très très bien fait, et du coup on a des dessins vraiment très très beaux, donc effectivement rien que pour ça, ça vaut la peine de lire la version numérique. Voilà, celui-là, oh là là, je l'adore ce dessin, il est vraiment super beau, et en couleur il est encore plus beau. Donc vraiment n'hésitez pas. En couleur, enfin c'est vraiment extrêmement bien colorisé, donc c'est un plus pour la version numérique que moi je lis sur Isneo, mais qui est évidemment disponible sur différentes plateformes numériques. Voilà donc pour Our Colorful Days. Allez, pour le plaisir, je vais vous montrer quand même la couverture du chapitre 19, donc qui est avant-dernier chapitre, puisqu'il y en aura 21. Donc vous voyez vraiment les dessins de Gengoro Tagame sont vraiment super beaux. Enfin, moi j'aime beaucoup. On a des personnages assez entre guillemets virils, assez costauds. C'est vraiment un dessin que j'aime beaucoup et un style qui lui est vraiment propre à Gengoro Tagame. On identifie tout de suite quand on voit un Gengoro Tagame. Donc ça c'est assez appréciable. Donc disponible en version papier, vous le voyez, le tome 1 chez Akata, et en version numérique sur Isneo. Donc Karikari qui nous dit, Wallo pardon, qui nous dit ah faudra prendre les deux versions alors. Bah effectivement moi franchement j'apprécie de l'avoir en papier et je l'ai relu avec grand plaisir parce que du coup vu que les premiers chapitres sont parus il y a 1 an, bah ça m'a aussi permis de me remettre complètement dans le récit. Et puis bah, c'est toujours bien quand même d'avoir une version papier, même si comme je l'ai dit le fait de le lire en numérique chapitre par chapitre c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Donc Karikari qui dit pour la bibliothèque, voilà, en papier. Effectivement, moi c'est pareil, j'aime bien quand même avoir mes mangas en version papier. Et Tanja qui, par rapport au style de Gengoro Tagame, dit on peut pas ne pas le reconnaître. Je suis bien d'accord, voilà, c'est un style qui lui est vraiment propre à Gengoro Tagame et qui est vraiment canon. Donc on arrive sur le dernier titre que je voulais aborder durant ce mardi conseil. Donc là on n'est pas du tout sur un manga et on n'est pas du tout sur un boys love, donc ça sort un petit peu de ce que j'ai l'habitude de vous présenter, mais en fait je vous avais présenté le premier tome il y a de ça plusieurs mois. Aussi dans un stream Twitch parce que c'était une BD que j'avais lue et que j'avais vraiment adoré et qui tournait un petit peu autour des thématiques de genre et de clichés qu'on peut assigner à un garçon ou à une fille. Et du coup, c'est une thématique qui m'avait touché, et donc j'avais vraiment envie de soutenir ce titre en vous en parlant. Donc c'était le tome 1 qui était sorti, et là donc le tome 2 est paru le 3 juillet dernier, donc tout récemment, et j'ai eu la chance de déjà le lire. Donc c'est La Sorcière Secrète. Donc La Sorcière Secrète, c'est le titre en fait du tome 2, vous le voyez, de la série qui s'appelle Le Garçon Sorcière, qui est écrit par Molly Knox Ostertag. Donc c'est une autrice américaine. Donc voilà, je vous l'ai dit, c'est pas un manga, c'est pas japonais, c'est pas boys love. C'est une BD, vous le voyez à l'intérieur. Si je vous prends une page, vous verrez que c'est tout en couleur à l'intérieur. Donc on est plus sur du format entre guillemets BD. En fait, au sens propre, c'est un roman graphique. Mais voilà, on est sur un format tout en couleur avec des bulles. Donc plutôt proche d'une BD que d'un manga. Donc dans Le Garçon Sorcière, donc dans le tome 1, on suivait donc Aster, qui est un jeune garçon qui vit dans une communauté de personnes, donc où dans cette communauté, pardon, je vais y arriver, donc il y a les femmes qui sont des sorcières et qui ont donc des cours pour apprendre à devenir une sorcière, et on a les hommes qui eux sont des métamorphes, donc qui se transforment en animaux.
Et donc voilà, c'est vraiment la règle, les femmes sont des sorcières, les garçons sont des métamorphes. Et sauf que Aster, bah lui, ce jeune garçon, bah il a envie d'être une sorcière. Ça a beau être un garçon, il s'identifie comme garçon, mais il a envie de devenir sorcière. Du coup, il espionne un petit peu les cours que les filles prennent pour devenir sorcières. Il s'entraîne un petit peu à faire des sorts, des potions, etc. de son côté, sans l'autorisation de qui que ce soit, parce que vraiment c'est une règle immuable, les garçons sont métamorphes et les filles sont des sorcières. Et sauf que bah, il y a un événement, il y a des disparitions qui vont avoir lieu. Qui vont donc il y a des personnes de la communauté, des garçons d'ailleurs, de la communauté, de cette communauté-là, les Van, j'ai plus leur nom. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, il va y avoir des garçons de cette communauté de sorcières et de métamorphes qui vont disparaître. Et donc, en fait, tout ce que Aster a appris par lui-même sur la sorcellerie va servir un petit peu à résoudre ce mystère des disparitions. Merci beaucoup Riri Frenchy et bonne nuit à toi aussi et à très bientôt. Merci pour ta fidélité. Donc voilà, il va dévoiler un petit peu ses talents de sorcière et ça va servir à toute la communauté en fait à se sortir d'une mauvaise passe. Et donc il va un petit peu voilà bousculer les choses. Donc le tome 1, vous l'aurez compris, il était vraiment axé sur cet aspect des genres et de assigner un rôle à un genre, donc les filles sorcières et les garçons métamorphes. Et Astar vient bousculer complètement cet ordre-là. Il est aidé par son amie qui elle n'est pas du tout sorcière, donc qui s'appelle Charlie, donc que vous voyez d'ailleurs sur la couverture de ce tome 2 qui est ici, Charlie. Donc dans ce deuxième tome, il y a un troisième personnage qui va apparaître et un quatrième aussi qui va s'imposer de manière un petit peu plus secondaire. Mais il y a vraiment voilà, un nouveau personnage qui va être intégré au récit et qui va encore faire un petit peu évoluer donc à la fois la communauté de sorcières et métamorphes, mais aussi le monde entre guillemets normal, non sorcier, non surnaturel. Donc moi j'ai adoré ce tome 2. Déjà je vous l'avais dit, j'en ai parlé plusieurs fois, le tome 1, le garçon sorcière, je l'avais adoré. Je l'ai pas là sous la main, je regardais si je l'avais à côté, mais non il est bien rangé. Le garçon sorcière, voilà, le tome 1, je l'avais vraiment adoré. C'était un récit que je trouvais hyper important. Voilà, de passer un petit peu comme ça par cet aspect fantastique surnaturel pour parler de l'assignation d'un rôle à un genre, bah, j'ai trouvé ça super intéressant, super intelligent. C'est un récit qui peut autant plaire à des pré-ados, ados, voire même peut-être à des enfants, hein. Franchement, c'est un récit assez accessible, qui est pas gore, qui fait pas peur. Donc c'est vraiment accessible un peu à tous les âges, à différents niveaux de lecture. Et donc voilà, ce côté-là d'assignation de rôle et de ce garçon-là qui bah, met tout ça par terre et qui remet tout ça en question, j'ai trouvé ça super intéressant. Et ce tome 2, donc on est moins dans cette thématique-là, mais vraiment j'ai encore adoré. Déjà j'étais super content de retrouver Aster et Charlie qui sont des personnages hyper attachants. Et surtout, on est encore dans cet univers-là. Voilà, Molly Knox Ostertag, l'autrice, on voit que ça fait du bien. Comment dire, elle est sur un récit qui représente vraiment la société d'aujourd'hui. Donc on a Charlie par exemple qui est noir, on a bah, toujours Charlie qui a deux papas et en fait, c'est intégré assez naturellement dans le récit. Le fait qu'elle soit élevée par deux parents, deux papas homosexuels, c'est pas un sujet en tant que tel dans le récit. Voilà, il se trouve qu'elle a deux papas. Bon, ben voilà, ses deux parents sont des papas.
On a vraiment des personnages un peu en marge de la société et notamment le nouveau personnage dont je vous parlais qui est dans ce tome 2, qui est vraiment là-dedans, qui est en fait une fille, très timide que tout le monde trouve hyper bizarre et qui du coup est mise de côté, moquée et cetera et du coup ça fait remonter des mauvaises choses en elle parce qu'elle est complètement harcelée par ses camarades. Elle l'était dans son ancien lycée et du coup elle craint de l'être dans son nouveau lycée, donc qui est le lycée dans lequel va Charlie. Et donc ça fait remonter des mauvaises choses en elle, des choses très négatives, etc. Donc voilà, c'est vraiment super d'avoir un récit donc pour tous les âges et qui intègre des personnages un peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir dans 95, si ce n'est 99% des récits notamment fantastiques. Donc là, on a un récit fantastique avec des personnages crédibles, des personnages différents qui sont un peu en marge de ce qu'on appelle la norme. Donc finalement, voilà, c'est pour ça aussi que j'en ai parlé ce soir, c'est parce que ça reboucle avec ce dont on a parlé, de ce dont on a parlé précédemment. Donc il y a le troisième tome, je crois que c'est le dernier, je crois que c'est, oui c'est ça, la fin des aventures d'Aster et de Charlie. Ça sera dans le tome 3 qui paraît début 2021. Il faut savoir que, en tout cas pour le tome 1 et pour le tome 2, c'est plutôt des récits que vous pouvez prendre à part. Alors le tome 2, c'est vrai que c'est mieux quand même d'avoir le background du tome 1 pour comprendre certains aspects, mais en tout cas le tome 1 par exemple, si vous avez peur de tenter une série en 3 tomes, le tome 1, il a un début et il a une fin. Donc vous pouvez juste lire le tome 1 et avoir un début, une fin d'histoire. Mais voilà, moi j'ai adoré avoir la suite des aventures de Aster et de Charlie, qui sont deux personnages super attachants. Les dessins sont plutôt atypiques et plutôt séduisants. Voilà, comme je disais, on a des personnages donc autant dans leur look que dans leur personnalité, qui sont un petit peu en dehors des standards habituels. Donc là, vous voyez, c'est ce dont je vous parlais, on a Charlie qui est avec un de ses papas ici, et qui est donc élevé par deux papas. Donc on a aussi un récit qui met en avant de manière très naturelle et pas forcée et pas dramatique voilà, des personnages qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir dans ce type de récit fantastique. Et je vous l'ai dit, vraiment, c'est pour tous les âges. Moi, j'aurais aucun souci à raconter, à lire ce récit avec ma nièce de 6 ans, par exemple. Et je pense qu'on peut aussi le lire en étant pré-ado ou ado et même adulte, hein, la preuve. J'ai adoré ce récit alors que j'ai passé l'âge d'être adolescent. Donc voilà, c'est aux éditions, oui, bah oui, j'ai oublié le principal quand même. Pour vous le procurer, c'est aux éditions Kinaï. Donc qui est un super éditeur. Il y a d'autres titres chez eux. Je pense que je vais aller regarder un petit peu ce qu'ils font d'autres parce qu'ils ont l'air d'avoir des titres un peu dans la même veine, assez intéressants. Donc si vous aimez voilà, les récits un petit peu fantastiques et surtout les récits qui mettent en scène des personnages qui sont un peu en marge de la société ou en tout cas qui sont pas suffisamment représentés dans des récits comme celui-ci fantastique et d'aventure, et ben vraiment n'hésitez pas à aller vous procurer donc Le Garçon Sorcière. Il y a le tome 1 et le tome 2 qui sont disponibles, le tome 2 qui vient juste de sortir là le 3 juillet, mais si vous voulez vous pouvez commencer par le tome 1 uniquement, puisque comme je vous l'ai dit il a un début et une fin ce tome 1, donc il peut vous suffire entre guillemets, même si à mon avis vous n'allez pas pouvoir résister après avoir lu le tome 1 à vouloir vous procurer le tome 2 pour continuer à suivre les aventures de Aster et de Charlie. Donc voilà, ça c'était le dernier titre dont je voulais vous parler ce soir. Donc sur le chat, on a Ohalo qui dit « À tenter, curieuse de voir comment cela est traité ». Sambresse qui dit je note ». Tanja, ça a l'air sympa, je connais pas du tout, je note aussi.
Et Sombresse qui dit je note, et Karikari qui dit famille homoparentale avec des petits cœurs. Bah oui, voilà, ça fait plaisir de voir intégrer dans un récit et de façon assez naturelle, bah effectivement une famille homoparentale. Donc je vous le dis pour pas que vous fassiez des idées, c'est pas du tout un sujet dans Le Garçon sorcière. C'est vraiment ça fait partie du récit, il y a une famille homoparentale, mais c'est pas au cœur du récit. Ce qui va plutôt être au cœur du récit, c'est vraiment les aventures fantastiques de Aster et Charlie, et notamment dans le tome 1, cet aspect un peu de refuser de suivre le rôle qu'on assigne à un genre. Voilà, c'est pas parce que Aster il dit c'est pas parce que je suis un garçon que je peux pas être sorcière, et il va le prouver par lui-même, et il va réussir à faire taire un petit peu toutes les mauvaises langues qui essaient de lui mettre des bâtons dans les roues dans son processus. Donc je vais vous rappeler un petit peu tous les mangas dont on a parlé depuis tout à l'heure avant de se quitter pour clôturer ce stream. On a commencé avec du Boys Love avec N'oublie pas notre promesse, c'est chez Taifu Comics et je vous le recommande grandement parce qu'il y a des thématiques hyper originales, hyper matures. C'est un couple installé depuis 15 ans, donc forcément ça amène des thématiques comme le laisser-aller, l'usure du couple, le train-train quotidien qui s'installe. Et on a ce couple au bord de la rupture qui va devoir se bouger les fesses, si je puis dire, pour essayer de se sauver et de trouver un nouveau souffle. On a ensuite Anger's Love cette fois-ci, mais toujours chez Taifu Comics. On a Kase-san et les cerisiers, c'est le 5e et dernier tome de cette série tellement cute, tellement mignonne, tellement feel good. Vraiment, je vous la recommande à 100%. C'est super mignon et c'est avec des personnages hyper attachants. Donc que vous soyez adepte ou pas du Girls Love, que vous ayez déjà lu un Girls Love ou pas, foncez sur Kase-san. Si vous aimez les récits mignons, feel good, avec un petit peu shoujo-like et encore, voilà, toujours on essaie de mettre dans des genres, mais juste, voilà, c'est un récit mignon avec des personnages hyper attachants. Donc foncez sur Kase-san, c'est en 5 tomes. Et il y a une nouvelle série où on les suit à l'université qui est sortie au Japon, on espère l'avoir en France. Ensuite, on est parti côté Boys Love, du côté de Boys Love IDP. On a vu ensemble Le Bonheur du Démon, le tome 1. Donc un récit, je vous l'ai dit, que j'ai beaucoup aimé parce que bah, c'est du côté de Tsuko Yamamoto et elle fait très généralement du très bon boulot, et c'est le cas avec le Bonheur du Démon, qui est un récit vraiment mignon, assez humoristique, entre deux personnages que un peu tout oppose, autant physiquement que dans leur niveau de vie, que dans leur personnalité, et on aime toujours cette opposition-là entre deux personnalités assez différentes, et là c'est bien fait. C'est toujours très bien mené, avec en filigrane une histoire un peu moins joyeuse de remboursement de dettes, de pauvreté, etc. Donc c'est très bien traité, c'est très mignon, c'est le bonheur du démon. Ensuite, on est parti plutôt du côté de chez Akata avec des titres non boys love, mais qui parlent d'homosexualité. On a d'abord parlé de Asana n'est pas hétéro, donc c'est un récit autobiographique tout en couleur, comme vous pouvez le voir ici, qui est une espèce de blog et de chronique de la vie quotidienne, de la vraie vie de Sakuma Asana, donc l'auteur de ce manga paru chez Akata, et qui parle, voilà, c'est vraiment un récit autobiographique qui évoque du coup la vie d'un trentenaire tokyoïte homosexuel, et qui donc est non seulement intéressant, mais en plus très drôle, parfois émouvant, et surtout très pédagogique, donc qui du coup s'adresse à tous les publics, et vraiment tout le monde devrait le lire, et j'insiste, j'espère qu'il sera disponible auprès d'un public assez jeune, donc dans les bibliothèques, dans les CDI, parce que c'est vraiment le type de récit qu'on appelle own voice, donc c'est-à-dire des récits écrits par des personnes concernées par les thématiques sur lesquelles ils écrivent,
dont vraiment les jeunes, je pense, peuvent avoir grandement besoin. Et c'est écrit de manière très humoristique, très légère, ce qui fait aussi du bien sur ces thématiques-là. Ensuite, on a toujours chez Akata, on a Our Colorful Days, le tome 1 papier qui est enfin sorti. Donc si vous n'êtes pas trop numérique, voilà, la version papier est enfin disponible en librairie, mais pour les plus impatients, donc il y a quasiment l'intégralité des chapitres de toute la série qui est disponible en numérique sur Isneo. Moi j'en suis au chapitre 19, il y en a 21, donc j'ai plus que 2 chapitres à lire, je suis extrêmement triste, mais c'est comme ça, il va falloir accepter de lâcher ces personnages à un moment donné. Mais je serais content de les retrouver en papier quand les tomes 2 et 3 sortiront chez Akata. Et on a terminé donc par un récit qui est un récit fantastique qui n'est pas du tout japonais, qui n'est pas du tout boys love, qui n'est même pas un manga, qui est un roman graphique. Donc le tome 2 du garçon sorcière qui s'appelle La sorcière secrète. Donc on continue à suivre les aventures de Aster et de Charlie, deux personnages extrêmement attachants, et dans un univers où on croise des personnages un petit peu atypiques, en tout cas qu'on n'a pas l'habitude de voir représentés dans des récits fantastiques, et ça fait super du bien de voir ça dans des récits aussi facilement accessibles et auprès de tous les publics, quel que soit votre âge. Donc voilà pour toutes ces œuvres que je vous conseille, que je vous recommande. Plein de lectures pour cet été, vous n'allez pas vous ennuyer. En tout cas, j'ai été ravi d'être avec vous ce soir. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas hein, à me suivre. On est de plus en plus, là on est à 43 followers, donc c'est cool parce que j'ai commencé il y a pas très longtemps sur Twitch et je fais peu de streams, donc je suis déjà content de ce chiffre-là. J'espère qu'on va bientôt atteindre les 50 followers. Je vais essayer de faire de plus en plus de streams. Donc vraiment, n'hésitez pas à me suivre pour être informé quand je lance tout simplement un stream. Et nous, on se retrouve, j'espère, très très vite. En tout cas, sur les réseaux sociaux, vous le savez, @yaoicast sur Twitter, sur Instagram principalement, sur le blog yaoicast.fr et sur Facebook, yaoicast fanpage. À très vite, merci encore de nous avoir suivis et à très bientôt sur Twitch ou ailleurs. Bye bye!